zich kenmerkt door een grote... Ladies and gentlemen, welcome at the fourth debate of the International Philosophers Project. Tonight's debaters are Mr. Michel Foucault of the Collège de France and Mr. Noam Chomsky of the Massachusetts Institute of Technology. Well, Mr. Foucault, if I'm thinking at your books like Histoire de la folie et Les mots et les choses, I got the impression that you are working on a completely different level and also just with an opposite aim, opposite goal. If I'm thinking about the word schematism in relation to human nature, then you are just trying to work out that there are several periods, several schematisms. What do you think about this? Well, if you permit, I will answer in French because my English is so bad that I would be ashamed to answer in English. Là, il est vrai que je me méfie un peu de cette notion de nature humaine. Mais je m'en méfie pour la raison suivante. Je crois que parmi les concepts, parmi les notions dont une science peut se servir, il y a évidemment des notions qui sont d'un niveau, qui ont une élaboration, qui est une fonction différente. Par exemple, prenons le cas de la biologie. À l'intérieur, dans le domaine de la biologie, vous avez des concepts qui sont plus ou moins bien établis, comme le concept de réflexe. Bon. Et puis, vous avez d'autres notions qui sont en quelque sorte des notions périphériques. Des notions périphériques qui ne jouent pas un rôle en quelque sorte organisateur à l'intérieur de la science, des concepts qui ne sont pas des instruments d'analyse, des concepts qui ne sont pas descriptifs non plus. Ce sont des notions en quelque sorte qui servent simplement à indiquer des problèmes ou encore qui servent à indiquer des domaines d'objets à étudier. Prenez par exemple, il y a une notion comme ça qui, je crois, été très importante dans l'histoire de la biologie. C'est tout simplement la notion de vie. Bon, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, les gens qui étudiaient la nature ne se servaient pas du concept de vie. Ils classaient les êtres naturels, qu'ils soient vivants ou non vivants, dans une espèce de grand tableau ou de grande hiérarchie. La vie était une notion dont ils ne se servaient pas et dont ils n'avaient pas besoin. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, un certain nombre de problèmes se sont posés, comme par exemple les problèmes de l'organisation intérieure de ces êtres dont on avait fait la classification. Ou bien encore, avec les progrès du microscope, le microscope d'Amici, on a vu apparaître tout un tas de phénomènes qui n'avaient pas été jusque-là encore perçus et dont les mécanismes, dont le fonctionnement n'était pas encore clair. Les progrès de la chimie ont fait également apparaître les problèmes concernant les rapports entre les réactions chimiques et les processus physiologiques de l'organisme. Et voilà que tout un domaine d'objets est apparu, domaine d'objets absolument nouveau pour le biologiste, et c'est cela qui a été appelé la vie. Et la vie, c'était une notion qui servait à indiquer le champ des objets et des domaines nouveaux que la science avait à parcourir. Bon, et je dirais, comme ça, en historien des sciences, si vous voulez, que la notion de vie a été un indicateur épistémologique, un index des problèmes à parcourir, et je me demande si on ne pourrait pas dire la même chose de la nature humaine. Dans l'histoire traditionnelle des sciences, on accorde en effet le maximum, enfin la tradition veut qu'on accorde le maximum à la créativité des individus. L'histoire des sciences, jusqu'à ces dernières années, consistait essentiellement à montrer en quoi un individu, que ce soit Newton ou que ce soit Mendel, peu importe, avait été effectivement le créateur ou le découvreur plutôt
d'une vérité qui était là, inscrite dans les choses et dans le monde, et que personne avant eux n'aurait vu. Le postulat, il y a, je crois, qui dort en quelque sorte sous l'histoire des sciences traditionnelles, c'est ceci, c'est que la vérité est là pour être connue et que, pourtant, l'esprit de l'homme, par la suite, par l'effet d'un certain nombre d'inhibitions ou d'obstacles, n'est pas parvenu à voir cette vérité. L'esprit de l'homme est fait pour voir la vérité et un obstacle contingent l'en empêche. Cet obstacle, ça peut être, eh bien, selon les historiens, les conditions économiques et sociales, ou ça peut être la forme des mentalités, ou ça peut être la crédulité, les vieux thèmes et mythes religieux, par exemple, ou moraux, enfin tout ceci qui constitue comme les obstacles, les écailles sur les yeux de celui qui voudrait voir. Mais en droit, l'esprit est fait pour voir, en droit, l'esprit est fait pour avoir accès à la vérité. Dans cette conception traditionnelle de l'histoire des sciences, d'une part, si vous voulez, on donne toute la créativité à l'individu, qui est en droit possesseur de la vérité, et puis on la lui retire par le système des obstacles qui viennent d'une façon tout à fait contingente l'empêcher de saisir, de formuler, de construire cette vérité à laquelle il a droit en principe. Bon. Alors, moi, le problème qui s'est posé à moi, c'était précisément un peu l'inverse. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on assiste à une grande transformation scientifique? Dans une transformation scientifique, comme par exemple la naissance de la biologie au milieu du XVIIe siècle, ou la naissance de la philologie à la fin du XVIIIe, au début du XIXe. C'est vrai qu'un certain nombre d'obstacles, un certain nombre de préjugés, un certain nombre d'idées toutes faites tombent et viennent à disparaître. Mais ce qui m'a frappé, c'est que une science, au moment où elle naît, non seulement se débarrasse d'un certain nombre d'obstacles et d'obscurités, mais en même temps, elle supprime un certain nombre de savoirs et de connaissances existantes qu'elle occulte, qu'elle cache, comme si elle appliquait une grille nouvelle qui, tout en permettant de faire apparaître des phénomènes jusque-là cachés, cache des connaissances déjà acquises. Donc, une science, le progrès d'une science, l'acquisition d'une science, c'est pas simplement l'oubli des vieux préjugés, ce sont pas simplement les obstacles qui tombent, c'est une véritable nouvelle grille qui cache un certain nombre de choses et du coup fait apparaître. Donc, quand je critique la notion de créativité, je veux dire par là que, en fait, la vérité ne s'acquiert pas comme une sorte de création continue et cumulée, mais comme un jeu de grilles qui s'applique les unes sur les autres, cachées. Je crois qu'entre ce qu'a dit M. Chomsky à l'instant et puis ce que j'essaie de montrer, il y a en réalité beaucoup de ressemblances, c'est-à-dire qu'il n'y a en fait de création possible, d'innovation possible. On ne peut, dans l'ordre du langage ou dans l'ordre du savoir, produire quelque chose de nouveau qu'en mettant en jeu un certain nombre de règles qui vont définir l'acceptabilité ou la grammaticalité des énoncés, ou qui va définir, dans le cas du savoir, la scientificité des énoncés. Alors, disons en gros que les linguistes, avant M. Chomsky, ont surtout insisté sur les règles de construction des énoncés et moins sur l'innovation que représente tout énoncé nouveau ou l'audition d'un énoncé nouveau. Et puis, dans l'histoire des sciences ou dans l'histoire de la pensée, on avait beaucoup plus l'habitude d'insister sur la création individuelle et on avait tenu à l'écart, on avait laissé dans l'ombre ces espèces de règles communes, générales, qui sont en œuvre obscurément à travers toute découverte scientifique, toute invention scientifique, ou même d'ailleurs toute innovation philosophique. Des règles non seulement linguistiques, mais épistémologiques,
et qui caractérise le savoir contemporain. Well, I think we have now two questions out of this statement. One question is, if you can agree, Mr. Foucault, do you agree with the statement about a combination of limitation, fundamental limitation? Not a combination. C'est pas une affaire de combinaison. Il n'y a de créativité possible qu'à partir d'un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un réseau de régularité. Le problème, alors là, que je me pose, et où je ne suis pas peut-être tout à fait d'accord avec M. Chomsky, c'est lorsqu'il place ces régularités à l'intérieur, en quelque sorte, de l'esprit ou de la nature humaine. Je me demande si le système de régularité, de contraintes qui rendent possible une science, on ne peut pas les trouver ailleurs, en dehors même de l'esprit humain, dans des formes sociales, dans des rapports de production, dans des luttes de classe, etc. Mais quand même, qu'est-ce que la raison pour vous de parler de temps en temps de la mort de l'homme ou du fin de la période 19e, 20e siècle, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas de rapport avec ce que nous disons, là. Ah, je ne sais pas, parce que je pense à... quand je traite d'appliquer, qu'est-ce que vous avez dit, à votre notion anthropologique. Vous avez refusé déjà de parler sur votre propre créativité et liberté, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'elle a raison? Quelles sont les raisons psychologiques, je me demande? Mais quelles sont peut-être... ça, vous le demandez, mais moi, mais quelles sont les raisons, laissons-nous dire, plus objectives peut-être pour vous, votre conception de savoir, de la connaissance, de la science, pour refuser de répondre à des questions personnelles, n'est-ce pas? Ça a à faire quelque chose avec votre conception de la société. Alors, quand il y a un problème ici pour vous, qu'est-ce que sont les raisons de faire un problème d'une question personnelle? Non, je ne fais pas du tout un problème d'une question personnelle, je fais d'une question personnelle une absence de problème. C'est-à-dire que dans toute l'histoire traditionnelle de la pensée, des idées et des sciences, on s'est toujours posé le problème de savoir à quel âge Newton avait dû être sevré pour concevoir la gravitation universelle. À quelle époque est-ce que Cuvier avait rencontré sa première maîtresse pour pouvoir finalement découvrir les fossiles, l'anatomie comparée, etc. Ce genre d'analyse, enfin que je caricature, ce genre d'analyse est, je crois, sans intérêt. Il est beaucoup plus intéressant de saisir les transformations d'un savoir en général à l'intérieur à la fois du domaine général des sciences et également de ce domaine en quelque sorte vertical que constitue une société, une culture, une civilisation à un moment donné. Et quand on saisit l'ensemble de la transformation, à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit que les petits événements individuels de la vie du savant n'est pas important. Je suis dans ma démarche beaucoup moins avancée, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky, c'est-à-dire que j'avoue n'être pas capable de définir, il n'y a plus forte raison de proposer un modèle de fonctionnement social idéal pour notre société scientifique ou technologique. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions
qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social. La justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. À vouloir tout de suite, enfin si on cherche tout de suite à donner le profil et la formule de la société future, sans avoir bien fait la critique de tous les rapports de violence politique qui s'exercent dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer, même à travers des formes aussi nobles, apparemment aussi pures que celles du syndicalisme anarchiste. Mais alors là, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Si on dit qu'il existe une certaine nature humaine, que cette nature humaine n'a pas reçu dans la société actuelle les droits et les possibilités qui lui permettraient de se réaliser. C'est bien ce que vous avez dit, je crois. Et si on admet cela, est-ce qu'on ne risque pas de définir cette nature humaine à la fois idéale et réelle, cette nature humaine cachée et réprimée jusqu'à présent, est-ce qu'on ne risque pas de la définir dans des termes que nous empruntons à notre société, à notre civilisation, à notre culture? Je vais prendre un exemple qui est un peu caricatural, mais le marxisme d'une certaine époque, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, le marxisme admettait en effet que dans la société capitaliste, l'homme ne recevait pas toutes ses possibilités de développement et de réalisation, que la nature humaine était effectivement aliénée dans le système capitaliste. Et le marxisme rêvait d'une nature humaine enfin libérée. Or, cette nature humaine, quel modèle utilisait-il le marxisme de cette époque-là, du XIXe, du début du XXe siècle, quel modèle utilisait-il pour la concevoir, pour la rêver? C'était en réalité le modèle bourgeois. Le marxisme a considéré qu'une société heureuse, c'était une société qui faisait place, par exemple, à une sexualité de type bourgeois, à une famille de type bourgeois, à une esthétique de type bourgeois. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que c'est comme ça que ça s'est passé en Union soviétique, où sous prétexte de réaliser une société où l'homme réaliserait enfin sa nature, on a reconstitué une espèce de société à la fois réelle et utopique qui est transposée de la société bourgeoise du XIXe siècle. De sorte que, est-ce que la notion de nature humaine, vous-même, en commençant, vous reconnaissiez, je crois qu'on ne savait pas très bien ce que c'était que cette nature humaine. Alors, est-ce qu'elle ne risque pas de nous induire en erreur? Vous savez que Mao Tse-tung parlait de nature humaine bourgeoise et de nature humaine prolétarienne, et il considère que ce n'est pas la même chose. C'est donc au nom d'une justice plus pure que vous critiquez le fonctionnement de la justice. Parce que c'est pour moi, si vous voulez, important de savoir ça, parce que nous avons actuellement en France un débat sur le problème de la justice et à propos de l'institution d'un tribunal populaire à propos de la justice. Vous connaissez le problème des... Et un certain nombre de gens, comme Sartre par exemple,
pense que pour faire actuellement la critique du système pénal en France, ou pour faire la critique des pratiques policières, de la manière dont la police se conduit, il faut faire une sorte de tribunal qui, au nom d'une justice idéale, d'une justice supérieure, d'une justice humaine en général, condamnera la pratique des juges français ou des policiers français. Et puis, il y a un autre groupe de gens, et je me sens, je travaille avec ces gens-là, qui disent non, il ne faut pas faire cela parce que quand vous vous référez à la justice idéale que le tribunal serait censé appliquer, vous vous référez en fait à un certain nombre d'idées de justice qui ont été formées à notre époque par un certain groupe d'individus qui sont eux-mêmes, malgré tout, d'une façon directe ou indirecte, les produits de la société dans laquelle nous nous trouvons. Il faut attaquer les pratiques de la justice, il faut attaquer la police, il faut attaquer les pratiques policières, mais en termes de guerre et non pas en termes de justice. Je voulais simplement répondre à votre toute première phrase quand vous avez dit « mais la guerre que vous faites contre la police, si vous ne considériez pas qu'elle est juste, vous ne la feriez pas ». Alors je vous répondrai un peu en termes de Spinoza, je vous dirai « le prolétariat ne fait pas la guerre à la classe dirigeante parce qu'il considère que cette guerre est juste, le prolétariat fait la guerre à la classe dirigeante parce qu'il veut, pour la première fois dans l'histoire, prendre le pouvoir. Et c'est parce qu'il veut prendre le pouvoir qu'il considère que sa guerre est juste. Yeah, I don't agree On fait la guerre pour gagner et pas parce qu'elle est juste. No. Alors, je vous répondrai ceci. Quand le prolétariat prendra le pouvoir, il se peut bien que le prolétariat exerce à l'égard des classes dont il vient de triompher, il exerce un pouvoir violent, dictatorial et même sanglant. Je ne vois pas quelle objection on peut faire à cela. Maintenant, vous me direz, et si le prolétariat exerce ce pouvoir sanglant, tyrannique et injuste à l'égard de lui-même, le prolétariat? Alors je vous répondrai, ça ne peut se produire que si le prolétariat n'a pas réellement pris le pouvoir, mais c'est qu'une classe extérieure au prolétariat, ou un groupe de gens intérieurs au prolétariat, une bureaucratie ou les restes de la petite bourgeoisie, etc., s'est emparé du pouvoir. Je ne pense pas que l'idéal de la guerre de classe, enfin le but que se propose le prolétariat en menant la guerre de classe, je ne crois pas qu'on puisse dire, enfin qu'il soit suffisant de dire que c'est une plus grande justice. Ce que le prolétariat veut faire en chassant la classe actuellement au pouvoir et en prenant pour lui le pouvoir, c'est la suppression précisément d'un pouvoir de classe en général. Okay. Car le prolétariat... That's the further justification. Hein? That is the further justification. Ça c'est la justification, mais pas en termes de justice, en termes de pouvoir. But it is in terms of justice. It's because the end that will be achieved, it is claimed, is a just end. If no Leninist or whatever you like would dare to say we have a right to take power, let's say we, the proletariat, and then throw everyone else into crematoria, let's say. I mean, if that were the consequence of the proletariat taking power, of course it would not be appropriate. The idea is, and as for reasons I mentioned, I'm skeptical about it, that a period of violent dictatorship, of perhaps violent and bloody dictatorship, is justified because that will mean the submergence and termination of class oppression, a proper end to achieve in human life. Mais il me semble que de toute façon, la notion même de justice fonctionne à l'intérieur de la société de classe comme revendication du côté de la classe opprimée et comme justification du côté de la classe oppressive. I don't agree with that. Et dans une société sans classe, je ne suis pas sûr qu'on ait encore à utiliser cette notion de justice. Yeah. Bon, est-ce que j'ai du temps pour répondre? Oui,
Combien? Parce que 2 minutes. ben, moi, je dirais que c'est injuste. Absolutely. Non, mais bon, je ne veux pas répondre en si peu de temps. Je dirais simplement ceci. Je ne peux pas m'empêcher, contrairement à ce que vous pensez, je ne peux pas m'empêcher de croire que cette notion de nature humaine, cette notion de bonté, de justice, d'essence humaine, de réalisation de l'essence humaine, tout ça, ce sont des notions et des concepts qui ont été formés à l'intérieur de notre civilisation, dans notre type de savoir, dans notre forme de philosophie, et que par conséquent, ça fait partie même de notre système de classe, et qu'on ne peut pas, aussi regrettable que ce soit, on ne peut pas faire valoir ces notions pour décrire ou justifier un combat qui doit en principe bouleverser les fondements mêmes de notre société. Il y a là une extrapolation dont je n'arrive pas à trouver la justification historique. Ladies and gentlemen, I think this has to be the end of the debate. Mr. Chomsky, Mr. Foucault, I thank you very much for your far-going discussion, both the technical, theoretical way as the political way. I thank you very much both at the part of the audience here and at home.